Planisphère, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Hugo Billard. Bonjour à tous. Depuis le 7 octobre 2023, la société israélienne est en état de choc. Les attaques du Hamas sur les kibboutz proches de la frontière de Gaza ont visé directement les populations civiles qui ont été massacrées ou kidnappées. Pour la première fois depuis 1973, Israël est directement et massivement attaqué sur son sol. En réaction, Israël vise militairement les infrastructures et l'armée du Hamas à Gaza, mais aussi les soutiens du Hamas au Liban et en Cisjordanie. Le gouvernement israélien mène une guerre directe contre ce groupe islamiste qui a organisé le territoire de Gaza comme une souricière pour empêcher qu'Israël ne l'attaque sans dommages majeurs sur les civils. Ceci permet une guerre des images. Après celle des massacres des civils des kibboutz israéliens, les médias internationaux sont noyés d'images des dégâts de la guerre sur les civils de Gaza. Alors, comment réagissent les populations ? Nous allons aujourd'hui parler de la société israélienne. Mon invité revient tout juste du pays qu'il a sillonné du sud au nord, en contact avec un grand nombre d'acteurs et d'anonymes. Comment la société israélienne vit-elle cette guerre ? Comment vit-elle la violence quotidienne, sur le front, en famille, comme dans des attaques régulières par les airs ? Comment envisage-t-elle les conditions de la paix future, et d'abord avec les Palestiniens ? Bonjour Haïm Dimer. Bonjour Hugo Billard. Vous êtes ingénieur, chef d'entreprise, spécialiste de l'économie de la santé aux États-Unis, mais ce n'est pas pour cette raison que je vous ai invité à ce micro, en tout cas pas aujourd'hui. Vous connaissez très bien à la fois la société américaine, les sociétés européennes et la société israélienne, et vous captez leurs transformations qui sont régulièrement visibles dans des expositions photographiques. Votre vision est donc à la fois intellectuelle et humaine. Haïm Dimer, votre rapport à Israël, comment s'est-il construit ? Écoutez, d'abord, merci de m'accueillir. Israël est un pays que je connais bien. Mon père est né là-bas. Il y a grandi durant sa jeunesse. Et c'est un pays dans lequel j'ai encore beaucoup d'attaches. J'ai de la famille là-bas. Je me suis déplacé là-bas de nombreuses fois, à la fois seul, en famille et pour des raisons professionnelles. Alors, qu'est-ce qui a fait que la semaine dernière, vous revenez juste d'Israël, la semaine dernière, vous avez eu envie, m'aviez-vous dit un petit peu plus tôt, de passer du temps dans ce pays en guerre ? C'est quand même un peu risqué, a priori, vu d'Europe. Écoutez, les événements du 7 octobre m'ont bouleversé. J'ai fait un premier voyage là-bas, je suis parti une dizaine de jours après, pour voir en fait sur le terrain comment la population vivait ces événements. Et l'occasion s'est présentée pour moi d'y retourner, cette fois-ci dans le cadre d'un voyage beaucoup plus organisé, beaucoup moins improvisé. Et j'ai sauté sur l'opportunité parce que j'avais la possibilité de faire ça avec un groupe de passionnés, ce qui m'a permis d'ouvrir certaines portes et d'avoir accès non seulement à des familles d'otages qui ont témoigné de leur quotidien, mais aussi une réunion avec le président Herzog et des responsables de l'armée. Alors dites-nous, vous êtes parti de Tel Aviv, Jérusalem, Tel Aviv, le sud, le nord. On va aborder chacune de ces étapes et surtout, encore une fois, on invite généralement à ce micro des universitaires, des spécialistes. Vous êtes un témoin de terrain, quelqu'un qui connaissait bien la société israélienne, qui est capable d'avoir du recul par rapport à ce que vous voyez et qui en même temps pouvait nous montrer de l'intérieur, de l'intime et sans filtre ce que vous pensez de la manière dont fonctionne cette société israélienne. Première étape, Tel Aviv. Écoutez, le but de ce voyage, c'était effectivement de récolter des témoignages et de pouvoir capter l'humanisme chez les différents intervenants. Ça a commencé à Tel Aviv avec une personne que j'ai rencontrée lors d'un voyage précédent quand je me suis déplacé en Pologne et en Ukraine à peu près un mois après l'invasion russe. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Shana Orlik, qui est française, immigrée en Israël depuis plus de 10 ans, et qui est une personnalité de la gauche, qui a travaillé dans des cabinets ministériels, et qui, suite aux dernières élections, a été impliquée dans une association qui aujourd'hui
s'occupe de la sécurité alimentaire du pays. Parce qu'il faut savoir que les kibbutz autour de Gaza sont aujourd'hui à l'arrêt. Ce sont pour la plupart des groupes qui vivent de l'agriculture. Il y a 40 000 personnes, principalement des Gazaouis, qui avaient l'habitude de venir en Israël pour les récoltes et qui aujourd'hui ne peuvent pas se faire. Et donc, Shana organise des interventions avec des bénévoles pour faire des récoltes et pour assurer la sécurité alimentaire du pays. On Shana, peut juste rappeler peut-être pour nos auditeurs que c'est dans les kibbutz du sud d'Israël qu'ont été inventés au milieu des années 50 le système du goutte à goutte. Shana travaille aujourd'hui avec une personnalité de la gauche israélienne qui s'appelle Yair Golan, qui est quelqu'un de très connu en Israël pour deux raisons. La première, c'est que c'est un des opposants les plus farouches au gouvernement actuel de Netanyahou. Mais aussi, c'est un monsieur qui a servi dans l'armée pendant 39 ans, qui est arrivé au grade de major général. Il a été responsable des armées au Liban et aussi dans le sud du pays. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien le terrain et qui, le 7 octobre, de son propre chef, a pris sa voiture, son uniforme, ses armes, et il s'est déplacé pour aller secourir des jeunes qui étaient en train de se cacher et en train de fuir les attaques durant notamment le festival de musique Nova. Et comme c'est un petit pays, les jeunes dont on parle envoyaient leur position, leur géolocalisation à leurs proches, qui, par le biais du maillage social extrêmement dense qui arrive aujourd'hui en Israël, les gens ont su que Yair Golan était dans une mission de sauvetage, tout simplement, et il a parcouru pendant toute une journée la région, cette zone qu'il connaît bien, pour secourir et récupérer des civils. Ça a fait les gros titres des médias en Israël, et tout le monde le connaît. Et là, la société israélienne, qui s'est unie suite aux événements du 7 octobre, qui venait quand même d'un schéma politique qui était complètement divisé, des gens qui connaissaient Yair Golan sous son étiquette d'homme de gauche. C'est un homme qui s'est fait traiter de traître par une partie importante de la population israélienne, à la fois civile et politique. Là, tout d'un coup, évidemment, les gens voient cet individu comme ce qu'il est, c'est-à-dire un héros, avec des opinions politiques qui sont parfois très clivantes, qui ne mettent pas tout le monde d'accord, loin de là, mais qui, le jour de l'attaque, a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire c'est un soldat et c'est un homme de l'armée et c'est quelqu'un qui est allé sur le terrain. Donc c'était absolument passionnant. Mais juste une chose, puisque vous avez insisté dessus, mais il faut bien insister pour nos auditeurs sur le fait qu'Israël est un petit pays. C'est une vingtaine de kilomètres entre Tel Aviv et la Cisjordanie. Vous avez à peine 1 heure de route en traversant la moitié du pays. On ne se rend pas vraiment compte de ça lorsqu'on est dans des grandes métropoles, que ce soit à Paris ou en région française, mais l'espace est petit. Israël est un pays qui fait 2 fois l'Île-de-France, avec 9,5 millions d'habitants, dont 20% sont des Arabes israéliens. C'est un pays où les gens se connaissent. Ce qui rend les événements du 7 octobre tout autant dramatiques. Parce qu'en réalité, on est sur un pogrom qui a atteint toute la population. Évidemment, derrière les chiffres, derrière les 1400 morts, derrière les 250 otages, aujourd'hui il en reste encore 136. On vient de fêter ce triste anniversaire des 100 jours
de captivité pour ces otages. Derrière ça, il y a toute une société qui est traumatisée à plusieurs niveaux. Soit parce que dans votre famille ou dans vos proches ou dans les amis de vos enfants ou chez vos voisins ou chez vos collègues, il y a des victimes directes ou indirectes de ce pogrom. Soit parce que vos enfants sont à l'armée. Je rappelle que l'armée est obligatoire à la fois pour les hommes et pour les femmes, qu'elle dure 2 ans, parfois un petit peu plus. Et donc là, forcément, qui dit guerre dit mobilisation des troupes. Soit parce que vous êtes réserviste, jusqu'à un âge quand même important. Et donc là, vous êtes mobilisé. Sur un pays aussi petit, il y a eu 350 000 réservistes qui ont été mobilisés pour aller à Gaza. Soit encore parce que vous habitez dans des régions qui ont été affectées et qui aujourd'hui sont sous le coup de la guerre. Si vous habitez dans les régions qui sont limitrophes de Gaza, dans des villes comme Sderot, comme des kibbutz comme Kfar Aza, dont on parlera, vous ne pouvez plus vivre là-bas. Vous n'êtes plus en sécurité, et donc vous avez été déplacé. Et on parle de dizaines de milliers de personnes, à la fois au nord, proche de la frontière libanaise, mais aussi dans l'enveloppe de Gaza. Et donc, quand on met ça bout à bout, on a des populations qui sont toutes touchées par le coût humain, émotionnel extraordinairement important de cet événement. Et alors, lorsque vous êtes arrivé à Tel Aviv, après avoir rencontré ce héros dont vous parlez, et avoir retrouvé cette ambiance de très forte proximité dans laquelle on le voit à chaque crise, quelqu'un connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a été touché, etc. Mais le chiffre que vous nous donnez est quand même stupéfiant, c'est une personne sur 18 part à la guerre, 350 000 sur 9 millions, une personne sur 18 part à la guerre, ça veut dire que si tout le monde n'a pas forcément été touché ou ne connaît pas forcément quelqu'un directement qui a été tué ou qui est otage, tout le monde connaît quelqu'un qui part à la guerre. Donc vous avez derrière ça, y compris dans une ville très ouverte, on dira comme Tel Aviv, un climat de terreur qui règne, un climat de violence, un climat de peur, ou vous avez senti autre chose, Fahim Dimer? Israël est un pays qui vit dans le quartier du monde le plus dangereux. Israël est un pays qui est entouré de populations qui lui ont fait la guerre depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Israël est un pays qui investit une part extraordinairement importante de son PIB dans sa défense. Israël est un pays qui a peur. Et c'est une peur qui est un petit peu schizophrène parce que quand on parle à des Israéliens, ils ont plus peur pour la diaspora que pour eux-mêmes. En revanche, le 7 octobre, il y a quelque chose qui a changé. C'est que là, pour la première fois, sur une échelle massive, le territoire, l'intégrité du territoire israélien a été violée et les attaquants, les terroristes s'en sont pris à des populations civiles. Vous parliez de 73 tout à l'heure. Là, on était sur une guerre absolument de soldats. Donc ça change les choses déjà. Ensuite, il y a l'ampleur du massacre. 1400 personnes qui sont mortes le 7, un nombre très important de blessés, de gens qui garderont des séquelles physiques et en termes de stress post-traumatique très importante, des familles entières. Et donc, on est choqué, enfin la société israélienne est choquée par la violence innommable de ce que certains ont pu appeler une armée de Satan qui déferle sur des populations qui, pour la plupart, je parle des populations des kibbutz, étaient des vrais pacifistes. C'était des populations qui étaient, on va parler par exemple de Kfar Aza, on est sur un hameau, il y a 650 personnes. Tout le monde se connaît, les gens grandissent ensemble, certains partent du kibbutz, mais beaucoup reviennent aussi. Et ce sont des populations qui travaillent main dans la main avec les Gazaouis, qui chaque week-end vont faire
voler des cerfs-volants au-dessus de Gaza avec des messages de paix, avec des leaders du kibbutz qui croient que cette région, c'est 95% le paradis et 5% des moments difficiles. Et là, le 7 octobre, des vagues de terroristes. Ça ne s'est pas passé en une fois. Il y a eu des vagues, une centaine de terroristes à déferler dans le kibbutz. Puis quelques heures plus tard, encore une centaine. Puis quelques heures plus tard, c'était des gens qui n'étaient pas forcément affiliés au Hamas, mais qui étaient des civils de Gaza, qui voyant que à seulement 1,5 km de la barrière entre Gaza et Israël, à seulement 1,5 km, il y a Kfar Aza, et donc ces populations civiles sont venues, ont pillé, ont tué, ont fait des choses absolument innommables, notamment à des femmes, et ça laisse des traces profondes dans une société qui, il faut le rappeler, vit dans un pays qui est constamment assujetti à une insécurité, n'est-ce pas, mais aussi fait partie d'un peuple qui a une histoire de pogrom, une histoire récente de l'Holocauste, et donc une ambiance particulièrement tendue et qui est tout à fait en contraste avec ce que vous disiez, c'est-à-dire l'unification, la réconciliation d'une certaine façon de cette population autour d'un objectif qui est un objectif de survie. Parmi les familles d'otages que vous avez rencontrées, ou parmi les blessés que vous avez rencontrés, que ce soit à Tel Aviv ou que ce soit à Jérusalem, quel regard, évidemment, j'imagine qu'ils vous ont parlé de l'événement, mais quel regard porte-t-il sur les populations palestiniennes? Parce que sur le Hamas, on imagine, mais sur les populations palestiniennes, est-ce qu'il est trop tôt pour imaginer quoi que ce soit? Est-ce que quelque chose a été rompu? Parce que vous nous dites bien que les kibbutz proches de Gaza étaient politiquement ceux qui étaient les plus proches d'une réconciliation possible. Est-ce que le temps n'est pas encore arrivé d'une réflexion sur ces sujets? Indéniablement, il est trop tôt en Israël pour penser au jour d'après. Indéniablement, il y a une radicalisation de la population. Il y a un rassemblement autour d'une politique sécuritaire importante. C'est un pays qui est en guerre, c'est un pays qui soutient ses troupes, surtout quand on sait l'âge moyen du soldat israélien. Et donc là, on est... Entre 20 et 25 ans. Moins puisque beaucoup de soldats aujourd'hui qui sont à Gaza sont des soldats qui viennent à peine de terminer leur service militaire. Le moment n'est pas encore propice au dialogue, à une réconciliation potentielle et à penser quel va être le schéma dans lequel Israël va se retrouver vis-à-vis de ses voisins. Alors vous avez rencontré un certain nombre d'autorités politiques pendant ce séjour israélien. Quel est leur discours vis-à-vis de vous et vis-à-vis des gens qui étaient avec vous? Est-ce que c'est un discours de l'unité israélienne tournée vers l'ennemi, devant détruire l'ennemi avant d'imaginer quoi que ce soit? Est-ce qu'ils ont un discours plus nuancé? Comment avez-vous senti, évidemment, autour de cette unité, l'idée de l'après? Ou est-ce que là aussi, dans les discours politiques, l'après n'est pas encore venu? Les discours politiques sont parfaitement alignés avec ce que la population israélienne est en mesure d'entendre. Que ce soit dans les mots de Elon Levy, qui est le porte-parole du gouvernement israélien auprès de la presse étrangère, que j'ai eu la possibilité d'interviewer, que ce soit avec Yair Golan, qui est un homme de gauche, que ce soit avec le président Herzog, qui est un chef d'État, mais qui n'a pas de pouvoir politique à proprement dit, un petit peu comme le roi d'Angleterre. Le discours aujourd'hui, il est aligné avec ce que la plupart des Israéliens sont en capacité de penser, puisque on est encore à
seulement 3 mois de ces événements terribles, et on est encore sous le choc dans la société israélienne. Alors évidemment, ce choc, il est multiplié par la situation des otages. Il faut comprendre que en Israël, aujourd'hui, comme j'ai pu le voir en Ukraine en mars 2022, l'image de la guerre est omniprésente. Il est nécessaire pour les forces politiques de pouvoir rassembler la population autour de sacrifices importants. Et donc, que ce soit dans les abribus, que ce soit sur les panneaux publicitaires, que ce soit à la télévision, on voit beaucoup de drapeaux, on voit beaucoup de messages qui sont extrêmement patriotiques, n'est-ce pas? Et on voit aussi la photo des otages, on les voit partout, au point que, après seulement quelques jours passés sur le sol israélien, on reconnaît ces visages. On commence à connaître leurs histoires. Et donc, on imagine qu'après plusieurs mois de détention, après des semaines d'intervention médiatique de la part de familles, après ces organisations qui mettent en place cette humanisation de l'otage, les populations israéliennes sont particulièrement sensibles au sort de ces civils qui aujourd'hui sont retenus à Gaza. Donc, on est encore vraiment beaucoup trop tôt pour parler d'autre chose. Alors, la société israélienne est multiple et la dernière étape de votre voyage était parmi les Druzes du Nord. Comment eux, qui sont une minorité à l'intérieur de l'État israélien, de la société israélienne, mais extrêmement bien intégrée, comment eux vivent-ils ces événements? Est-ce qu'il y a un rapport un petit peu différent? Il y a forcément une nuance. Il faut comprendre que les Druzes sont une population arabe, musulmane, répartie entre le Liban, la Syrie, la Jordanie, Israël, entre autres. C'est une population qui vit dans les montagnes, c'est une population qui est assez fermée d'une certaine façon, puisque on ne peut que naître druze, on ne peut pas se convertir, on ne peut pas intégrer de l'extérieur. C'est une population qui est attachée à ses racines et en même temps qui est parfaitement intégrée à la société israélienne. Avec tout ce que ça peut impliquer. Les Druzes que j'ai rencontrés sont horrifiés que les événements du 7 octobre ont pu être perpétrés sous le parapluie d'un islamisme parfaitement abject de leur point de vue. Et ils bénéficient ouvertement et de façon avec beaucoup de fierté de tout ce que la société israélienne peut leur offrir, notamment en termes de démocratie, ce qui n'est pas le cas par exemple des Druzes en Syrie, ce qui est très difficile pour les Druzes au Liban par exemple. Et donc ce sont des populations qui soutiennent l'état dans lequel ils vivent. À aucun moment, pardon d'insister parce que vous y avez déjà répondu en partie, mais à aucun moment, aucun de nos interlocuteurs n'a pensé à l'après. On est vraiment là dans une situation où la société israélienne est tournée autour de la guerre, de la récupération des otages, de la victoire finale et de la mise à l'écart de la menace du Hamas. Pour Israël aujourd'hui, il y a une menace existentielle. On a du mal à l'intégrer. Comme vous l'avez indiqué en début de programme, je connais plutôt bien la société israélienne. J'y suis allé maintes et maintes fois et je ne me rendais pas compte, avant ces derniers jours, à quel point le traumatisme est généralisé, à quel point les populations sont bouleversées par ces événements. Et donc, aujourd'hui, il y a une urgence
dans la société israélienne qui est une urgence de survie, parce que un voisin qui, comme vous le disiez, est à quelques dizaines de kilomètres d'agglomération extrêmement importante, a réalisé une opération de très grande envergure, avec le soutien du gouvernement iranien, n'est-ce pas? Et donc, dans un contexte extrêmement dangereux d'un point de vue sécuritaire. Donc pour la paix, on en reparlera une autre fois. En attendant, la société israélienne, malgré son extrême résilience, vit dans une situation de violence qu'il ne s'agit pas d'oublier dans le choc des images qu'on peut recevoir de ci, de là, à travers les médias. Bonjour, merci beaucoup Raïm Dimer, merci beaucoup de ce témoignage. Nous aurons l'occasion de revenir ensemble sur le sujet israélien et sur votre spécialité, l'économie de la santé, dans d'autres émissions. À tous, à la semaine prochaine. Et d'ici là, comme le dit le grand Philippe Meyer, que le ciel vous tienne en joie.